structure théâtrale. C'est un peu particulier dans sa forme, mais vous avez vu que cette soirée est articulée sur deux parties. Et on aura la possibilité après d'avoir un échange avec vous, avec, comme on l'avait eu pour Dan Faxino, pour Camille il y a 2 mois, la chance d'avoir à la fois l'auteur, le metteur en scène et les comédiens qui pourront parler un petit peu avec vous. Et quand je dis un échange dans les deux sens. Vous pourrez poser des questions. Ça intéresse également le metteur en scène Jacques Hervé sur ce projet-là, de voir comment un public comme vous, qui est habitué au théâtre et à avoir des formes tout à fait différentes, eh bien, peuvent ressentir cette forme un peu particulière. Vous allez voir, le théâtre lu, qui est, vous allez voir, plus que lu, on n'est pas qu'avec une feuille de papier, c'est interprété par des comédiens qui ont déjà de la bouteille, entre guillemets, et qui vont vous faire partager une œuvre ici, mais qui n'a pas été montée complètement en théâtre, parce que c'est une proposition qui est faite ici par l'association, de vouloir montrer qu'on peut mettre en valeur le travail de certains auteurs sans forcément passer directement à l'étape théâtrale qui demande beaucoup plus de budget. Ici, le projet est déjà soutenu par la fondation Pierre Nothomb, dont les représentants de la famille Nothomb sont là et ça nous fait très plaisir, par également la Fédération Wallonie-Bruxelles et également par notre province. Voilà, vous avez déjà un paquet d'informations, pardon si je suis un peu long, mais ça vous permettra de goûter un peu mieux le spectacle. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, votre tâche à vous, ça va être de fermer vos GSM si vous le voulez bien. Passez une excellente soirée et on se revoit de suite après le spectacle. La mer tremble sur les flots, le chant qui bientôt s'en va. Alors d'un rêve trop là, ton voix sonnera le glas. Le vent m'a dit une chanson qui tendrement bercera mon cœur. Il a glissé comme un frisson, l'ardeur et le désir de mon plaisir. Viens, La Tâche, pièce en 2 actes de Jean-Pierre Ectorville. Acte 1. Nous sommes en mai 1948 à Bouillon. L'auteur a 3 mois. Une petite chambre sous les combles de l'hôtel de la Poste, réservée au personnel. Un lit, une armoire bancale et une chaise constituent le décor de la chambrette d'Arlay. Bouillon se remet tant bien que mal de la guerre. De l'unique fenêtre, on peut admirer le fameux château. Au premier plan, le pont de Liège, en reconstruction, encore inaccessible aux véhicules. Il est 15 heures. Arlette est assise sur son lit. Tu as terminé pour cette vis? Oui, et je ne suis pas fâchée. Tu me laisses entrer? Mais installe-toi. Elles sont pas grandes, les chambres sous les toits, hein? Ce serait vraiment le premier hôtel qui mettrait une suite à la disposition de son personnel, tu ne crois pas? Oui, c'est vrai. Oh, je dois enlever les chaussures. Je crève de mal là-dedans. Voilà. Tu voulais bien, j'espère. À ton aise, Geneviève. Je m'habituerai aux senteurs. Très drôle. Mais si tu regardes mes pieds gonflés, ils débordent de mes escarpins. C'est le lot de toutes les serveuses, ma fille. En plus, je trouve que les gens ont bien vite repris leurs habitudes de clients exigeants, tu ne trouves pas? En 3 ans, ils ont bien vite oublié les restrictions de la guerre. Il arrive ce pain. Et ma bouteille d'eau, mademoiselle. Appelez-moi le responsable. Je les ai entendus, mais aujourd'hui je servais en terrasse. Le soleil et la semoie calment les clients. Bon, ben, ça doit être les odeurs de meubles cirés qui les énervent. Bref, on ne va pas parler de ces messieurs à col blanc et de leur bombière. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as raison. Tu vois, contrairement à toi, ma chambre donne sur la ville.
Devant nous, l'église aux couleurs pralinées, et au-dessus, le château de Godefroy. Tu sais, je pourrais me laisser hypnotiser par ce paquebot de pierre durant tout mon temps de pause. Finalement, on est bien ici. N'oubliez pas, mesdemoiselles, que nous sommes à Bouillon, à l'hôtel de la Poste, un endroit qui a reçu de nombreuses célébrités. À force de nous casser les oreilles à chaque service, on peut mal de l'oublier. Émile Zola, Napoléon III et tout le tout. Dire qu'il y a 3 ans, j'étais engagée ici comme fille de salle. Tu te souviens? Comme si c'était hier, Arlette. Il y avait un mois que je travaillais ici. Tu ne disais rien. Tu étais là, comme si tu avais peur. Et moi qui tentais de paraître naturelle? Ben, t'as plutôt raté ton coup. Mais pour ce qui est de toi, la mystérieuse, je n'en sais toujours pas plus. Tu venais de Bruxelles, mais à part ça... Tu as dû remarquer que je ne frayais avec personne. Une fois dans ma chambre, je n'en sortais plus. Sauf pour aller chercher à boire, des cigarettes ou aller à la bibliothèque. Je suis donc la première qui passe la porte de ta chambre. Exact. Mais toi, tu es du coin? Oui, de Curfeau, c'est pas bien loin d'ici. Mais je travaille à Bouillon depuis l'âge de 14 ans. J'en ai 24, si tu fais le compte. C'est drôle, on ne s'est jamais confié quoi que ce soit. C'est vrai, on s'est causé, mais c'était uniquement pour râler sur le service, dégueuler sur la patronne, déblatérer les clients, ou mieux fantasmer sur l'un ou l'autre blanc-bec qui nous faisait de l'œil. C'est vrai, ce sont vos seuls passe-temps. C'est vrai que ça ne vole pas bien haut, mais on ne fait de mal à personne. Ça fait donc 10 ans que tu travailles ici, à Bouillon? Oui, je suis entrée comme bonne à tout faire à la pharmacie de Grelle. Je m'occupais des gosses, de la cuisine, des chambres. Et parfois, tiens-toi bien, j'aidais le pharmacien à préparer des sirops. J'y suis restée 6 ans et puis, il a bien fallu partir. Comment ça? Il a bien fallu? Monsieur Édouard était le frère de qui, tu sais, je ne dois pas te faire un dessin. Les gens disaient qu'il collaborait et qu'il dénonçait. On ne l'aimait pas trop. Aussi, les Bouillonnais m'avaient approché par l'intermédiaire d'un de mes cousins pour que je surveille le courrier et les gens qui venaient lui rendre visite certains soirs. Tu faisais donc partie de la résistance? Si tu veux. Et donc, tu notais et communiquais tous les actes de ce pharmacien? En fait, il n'y avait pas grand-chose pour ce qui était de ses rapports avec les Allemands. Pour le courrier, son fameux frère ne lui écrivait pas la moindre lettre. Un soir, je l'ai vu refiler à des réfractaires un colis que j'avais préparé l'après-midi, avec des médicaments, des bandages et du désinfectant. Finalement, les suppositions et les doutes qu'on entendait à son sujet n'étaient que mensonges, je me trompe? Non, oh, attends. Il faut tout de même savoir qu'il ne se cachait pas. Il adorait et admirait l'Allemagne. Il prenait parfois un verre avec les gens de la Gestapo. Et il se rendait aux réunions des rexistes. Pourtant, le plus étonnant, c'est qu'il a prévenu plusieurs fois les résistants qu'il y allait y avoir des perquisitions. Mais ici, pour tous ceux que je connais, c'est un traître. Tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tu as dit « il a bien fallu ». Mais je suis peut-être indiscrète. Non, penses-tu? Un samedi après-midi de juillet 44, 4 hommes entrent dans la pharmacie et demandent Monsieur de Grelle. Je savais qu'il était chez le voisin, ils prenaient souvent une tasse ensemble. Alors je leur ai répondu qu'il n'était pas là. Et sur un ton sec, ils me disent d'aller chercher, que c'était urgent. Ils avaient l'air fort nerveux. tu t'es sentie obligée d'obéir? Tu avais la trouille, non? Mais attends, le pire arrive. Je reviens et je leur dis que monsieur ne va pas tarder. Je retourne à la cuisine pour aider madame. Quand j'entends des coups de feu, madame et moi, nous nous précipitons. Et monsieur Édouard, étendu sur le carrelage, dans son sang, mort. Mort? Tu ne t'es pas évanouie? Je me suis mise à trembler comme une feuille. Plus moyen de faire le moindre geste.
Madame hurlait tout en s'agrippant au corps de son mari. La gendarmerie t'a interrogé? Non, j'ai été interrogée par les Allemands. Pas de Belges pour les crimes, m'a-t-on répondu. Quelle histoire, ma pauvre! Et tu es restée ici, à Bouillon? Mais la semaine suivante, Madame et les enfants sont retournés à Bruxelles. J'ai été remerciée. J'ai passé quelques mois à Curfeau dans notre ferme. Tu sais qui étaient ces tueurs? Mais je n'en sais rien. Je n'ai jamais osé regarder la tête de ces 4 types. J'ai reçu des claques sur la nuque de la part des gendarmes et des coups de plus en plus forts sur la tête pour m'aider à retrouver la mémoire, qu'ils disaient. Oui, mais enfin, du coup, tous tes ennuis étaient terminés. Tu rigoles? À la Libération, j'ai bien eu du mal d'échapper à la tondeuse. Les résistants, ceux de la dernière heure, bien sûr, me sont tombés dessus en me traitant de salope, de collabo. Ils en profitaient pour m'arracher les vêtements et me plotter. Heureusement, les maquisards qui, eux, savaient, sont intervenus à temps pour qu'on me laisse en paix. Et aujourd'hui, tu n'as plus de nouvelles de la famille de Grêle? Non. Mais tu sais, parfois, dans ma tête, se bousculent des idées noires. Je me dis que si je n'avais pas été le chercher chez le voisin et que par ma faute... Rassure-toi, si j'ai bien compris ton récit, ces gars-là étaient déterminés, non? C'était le pharmacien ou toi? Oui, bon, on arrête de parler de mes problèmes. Rien d'y penser, moi j'en ai les mains droites. J'ai une bouteille de Saint-Raphaël dans mon armoire, tu en veux? Oh, allez, oui, ça ne pourra que te faire du bien. S'il te plaît. Merci. À ta santé et à notre nouvelle... Quoi? À notre nouvelle amitié, qui sait? Oui, à notre nouvelle amitié. Et maintenant, dis-moi, toi. Je ne sais pas si je peux te dévoiler mon passé avec la même sérénité que toi. Pourquoi? Ça n'a rien de rebutant. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas raconter? Si. Mais comme toi, je n'en ai jamais parlé à personne. J'espère que me décharger de ce poids ferait que je pourrais me regarder dans le miroir avec un peu moins de honte. Mais si tu le penses, vas-y. Ça ne peut que te faire du bien. Toutes les nuits, je suis hantée par ces années. Des bribes de vie refont surface. Ce qui était à ce moment-là plaisir et joie est devenu regret et bassesse. Eh bien, commence par le début. Avant cette période que tu n'aimes pas. Tu devais être une jeune fille belle et jolie, si je crois ce que je vois. J'ai toujours voulu me lancer dans une carrière artistique. Le chant, la danse et par-dessus tout le théâtre. Et tu y es arrivé? Oui. J'ai suivi les cours de chant et de comédie dans un petit conservatoire à Bruxelles. Tu en veux? À 20 ans, diplôme en poche, ma joie s'écroule. La guerre fout tous mes projets par terre. Et tu es partie, comme tout le monde. Évacuation vers la France? Non. Mon père a décidé pour nous tous qu'on resterait en ville. Ah, comment ça? Il était rexiste. Toi au moins, tu vois ce que je veux dire. J'ai donc sans trop d'illusion cherché du travail dans le milieu artistique. Je pensais que la futilité de la culture, à cette époque, ne me donnerait que peu d'espoir d'y arriver. Et tu pouvais essayer autre chose, non? Je ne savais faire que ça, Geneviève. Rien d'autre. Et puis j'avais répété des nuits entières pour maîtriser mon élocution, pour perdre mon horrible accent bruxellois, tout en exerçant ma mémoire. Ce n'était pas pour vendre des carottes et des poireaux au marché de la gueule. Hein. Oui, d'accord, mais il fallait bien manger aussi, non? Mon père trafiquait. Nous étions mieux fournis que l'épicerie du coin. Ah, dans ce cas, il est vrai que... Un père comme le mien, il n'y a pas de quoi se vanter. Il ne rêvait que d'une chose, être aux côtés de Grêle et monter en grade pour y arriver.
Des dénonciations à tout va, des courbettes devant les officiers allemands. Enfin, tu n'en peux rien si ton père était comme ça. C'est pas ta faute. Pourquoi tu me dis ça? C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je me permets de le juger. Moi qui n'ai pas fait mieux. Oh, il pleure. Peut-être pire. Ne pleure pas, Arlette. Allez, je traverse un petit verre. Merci. J'ai passé une audition dans le cabaret Le Poulailler en décembre 40. J'ai été engagée sur le champ. Il faut dire que les Bruxellois, dans cette ambiance de guerre, ne cherchaient qu'une chose, s'amuser. Donc ça marchait plutôt bien pour toi. Oui, d'autant plus que tous les soirs, je passais aussi dans 2 autres cabarets aussi courus que Le Poulailler, la Boîte à Sel et le Grillon. Je gagnais mon indépendance et je louais un petit meublé qui donnait sur l'Orgne Louise. Mais je ne vois rien de grave dans cette histoire. Je chantais pour les Bruxellois, c'est vrai. Mais la moitié de la salle était composée d'officiers allemands. Ouais, ça, c'est pas ta faute non plus. C'est pas ta faute, Geneviève. Mais attends, le mal arrive. Je t'écoute. Lors de mon tour de chant au Poulailler, je chantais du Suzy Solidor, du Lucienne Delille, du Lucienne Boyer. Zumba, entends ma prière. Zumba, Zumba, écoute-moi. Oui, c'est ça. C'était très connu. J'adore, mais pardon, continue. Donc un soir, à la Boîte à Sel, alors que j'interprétais l'orgue chantait toujours, j'ai senti qu'un homme me fixait intensément. J'ai tourné la tête sur ma gauche et nos regards se sont accrochés. Debout, à la fin de mon récital, il m'a jeté une rose rouge, puis un dernier regard, et il a disparu dans le brouillard des fumées des cigarettes. Il était comment? Allez, raconte. Beau, beau, comme on n'imagine pas. Costume gris, impeccable, pochette et cravate de la même teinte, la classe, quoi. Puis il a disparu. J'ai attendu, j'ai désespéré, et après ce long silence, une lettre. Une lettre pour moi, de Louis. J'étais folle de joie. Mais tu vois, t'avais quand même un peu de chance, non? Pas si vite. C'est vrai que les 18 mois qui ont suivi ont été idylliques. Je chantais le soir, et la journée, je la passais avec Kurt. Ah, parce qu'il s'appelait Kurt, un flamand. Ben non, un Allemand. Oh merde, c'est pas vrai? Tu as vraiment avec un Allemand? Oui, mais j'étais folle de cet homme, tu comprends? Il aurait été russe ou espagnol, c'était la même chose. Je l'aimais, Geneviève. Je l'aimais comme une dingue. Et pas une fois tu t'es dit que les emmerdes allaient commencer? Pas une fois, je te jure. Je l'avais dans la peau, je n'y pouvais rien. Je ne sais pas quoi dire. Kurt était attaché culturel auprès des autorités allemandes à Bruxelles. Il pouvait, s'il le voulait, me donner un coup de pouce pour ma carrière. Mais tu refusais quand même. Oui, tu penses. Je ne voulais rien devoir à personne. Je voulais y parvenir seulement par mon talent et ne pas passer par le canapé. Bon, encore heureux. Mais tu ne vas quand même pas me dire que tu as passé la guerre sans souci. Les ennuis ont effectivement commencé. Ses collègues ne se sont pas gênés pour lancer des sous-entendus à propos de notre relation. Lors des fins de repas très arrosés, quand ils parlaient de moi, les insultes les plus vulgaires fusaient. Et ça ne volait pas très haut, paraît-il. Mais ça fallait s'y attendre. Mais enfin, avec son grade, on devait quand même le respecter un peu, non? Petit lieutenant attaché à la culture, ce n'est pas le grade qui allait lui apporter la considération. Je reprends un peu de ça, Raphaël. Tu en veux? Oh non, non, merci. Et donc, ton amant se fait fou
foutre de lui, les insultes, ça glisse. Oui, mais pas pour les Allemands. Ah, je ne savais pas. Mais ce n'est pas grave. Tu ne pouvais pas deviner. Je continue. Nous avons donc vécu des moments de rêve. Pour plus de sûreté, nous recoulions dans les chambres d'hôtel. Nous changions à chaque fois. Kurt était persuadé d'être suivi. Aussi, on devait avoir recours à des ruses de Sioux, on s'engouffrait séparément dans les entrées d'hôtel. Comme dans les romans illustrés. C'est fou. Les contrats, par miracle, ont commencé à tomber. Un second rôle au Molière, au Théâtre du Parc. J'ai aussi lu des poètes allemands à Radio Bruxelles. En allemand? En français, bien sûr, que t'es bête. Des traductions à déclamer, avec expression. Mais je sais pas, moi. Comment veux-tu que je sache? Tu me ferais rire si mon histoire n'était pas aussi dramatique. Je continue. J'ai lu quelques extraits de Gelderode, toujours à Radio Bruxelles. J'ai croisé dans les couloirs Félicien Marceau, je ne sais pas si tu te rends compte. Je connais pas. Mais alors là, pas du tout. Un romancier connu, auteur dramatique, beau, élégant et... Passons. Jamais entendu parler de cet homme, mais enfin, si tu le dis. Mais tout se gâte pour Kurt. Appelé au bureau du commandant militaire allemand, on lui interdit de se compromettre avec une greluche de théâtre. Et tu as pu le revoir juste après? Non, il n'a pas pu. Et la punition? Il redevient simple soldat et est envoyé sur le front de l'Est, dans l'enfer russe. Oh, le pauvre, quelle misère! Et toi, t'es dans quel état? Désemparé avec des idées de suicide. Et tu n'as pas trouvé un autre amant? En ville, ça ne devait pas être un problème. Jamais. Tu m'entends? Jamais. Je ne suis pas une fière soldat. Excuse-moi, Geneviève, je me suis emportée. Un petit verre et ce sera oublié. Mais tu vas un peu fort avec l'apéritif. Et encore le service du soir, tu sais. Je la tiens bien, rassure-toi, j'ai de l'entraînement. Ça, je le vois que tu la tiens bien. 18 mois plus tard, j'ai reçu une lettre d'un hôpital du côté de Stalingrad qui m'annonçait la mort de Kurt. Oh! Gangrène foudroyante et fatale. Et tu as dû avoir du chagrin. Oui. Le soir, je n'ai chanté que pour lui. Les gens étaient debout, ils m'ovationnaient. Je n'avais jamais été aussi émouvante que cette fois-là, d'après mes fidèles admirateurs. Ils jetaient des fleurs à mes pieds. Et moi, je continuais à verser toutes les larmes de mon corps. Quelle histoire, Arlette. Et le théâtre, alors? 20 représentations de l'avare au parc. Je jouais la fille Paro. Oh, tu sais, moi, ça me dépasse. Nous, on a joué les deux orphelines au cercle paroissial. J'y cousais les costumes. Pour moi, le théâtre, ça s'arrête là. C'est un début. C'est vrai que c'est un milieu de ragots, de calomnies, de jalousie, de coups dans le dos, j'en passe. Et des meilleurs. Non, aussi fait. Tu verras. Quoi? Tu verras. Tu verras. Si tu viens avec moi à Bruxelles, tu pourras voir. Mais pourquoi j'irai avec toi à Bruxelles? Je suis bien, moi, ici, à Bouillon. Parce qu'on ne va plus se quitter, Geneviève. On se battra à deux. On sera beaucoup plus efficace. Tu sais coudre? Ben oui, je te l'ai dit. Les costumes pour les deux orphelines, mais de là. Si. On sera des siamoises. On se dira tout. On ne se cachera rien. Traquons à notre duo. Tends ton verre. Ben non, moi je tiendrai pas le service avec ton alcool qui colle aux dents. C'est le rouge, il est moins fort que l'autre. Mais bon, puisque tu n'en veux plus, je trinque pour nous deux. Et quand veux-tu rentrer à Bruxelles? L'année prochaine. Je me reconstruis comme le pont sous nos fenêtres.
Ce fameux pont de Liège et moi avons tous deux été minés par les Boches. Mais crois-moi, lui et moi serons encore plus solides qu'avant. C'est dit. Ça, sans ton Saint-Raphaël, tu n'aurais jamais sorti une bêtise aussi grosse. Mais je dois encore te dire comment je me suis échappé de Bruxelles. De la radio, je suis passé par la petite porte, avant que le procès pour les collabos ne soit mis en place. Je n'ai jamais su si j'étais considérée comme ça, mais il valait mieux être prudente. Par cette fuite, heureux hasard, j'ai échappé aux pattes des résistants. Probablement ceux comme les tiens de la dernière heure. Ils avaient devancé la gendarmerie. Et tu es arrivé ici? Je me suis caché dans le grenier d'une vieille tante à Boisfort. Et j'ai fait tout le trajet à pied, en vélo volé et en tram. Et pourquoi bouillon? Dans le bazar du grenier de ma vieille tante. J'ai eu tout le temps de fouiller dans une vieille armoire. J'ai découvert une affiche touristique qui donnait l'envie de profiter du silence et du bonheur, ici, à Bouillon, perle de la Semois, comme il était écrit. Et Arlette, t'as vu l'heure? Dans 10 minutes en bas, jupe sans plus, tablier sans pli, et serviette au bras. Un petit coup de Sarah, et on y va. Le rideau se ferme sur le premier acte, changement de décor. Acte 2, 1977. Nous sommes en 1977, donc 29 ans après Bouillon, dans un théâtre bruxellois. Une loge vieillotte. Une table surmontée d'un miroir sur lequel sont collées des photos racornies. Sur la table, des fleurs fanées qu'un vieux vase de fausse opaline tente de garder droite. Un évier sur la gauche, un fauteuil de velours usé, un frigidaire et à gauche une penderie. Le néon éclaire difficilement ce décor quelque peu suranné. Dernière fois. Ultime salut. Je ne sais même pas si je suis triste ou soulagé. Jouer 80 fois cette maudite pièce. J'en ai plein le dos. Geneviève, apporte-moi mon peignoir, s'il te plaît. Dépêche-toi. J'ai hâte de me débarrasser de cette tenue ridicule. Geneviève! Elle vieillit, la pauvre, comme moi. Presque 30 ans depuis Bouillon, on ne s'est pas quitté. Saint-Raphaël, bénissez-moi. Quelle tête! Il est effectivement temps de me ranger. 57 ans. Je me ratatine. Je me ravine. Bon. Allez, une petite rasade pour oublier la gueule. Marrant. Les rappels. Dieu sait si j'en ai assez de cette vie de saltimbanque, de marionnette. C'est toi Geneviève, entre. Je ne suis pas Geneviève. Je m'en aperçois. Oui. Vous êtes déjà dans la loge, il me serait difficile de... Je voudrais vous parler juste quelques minutes. Écoutez, si vous êtes journaliste, nous aurons tout le temps de parler de ma carrière ailleurs qu'ici.
comme je suis au terminus de ma carrière, nous disposerons de tout le temps que vous voudrez. Je crains ne pas avoir le temps. Ne me compliquez pas la vie, c'est à prendre ou à laisser. Vous ne comprenez pas, je ne suis pas journaliste. Admiratrice ou comédienne en recherche de... Ni l'une ni l'autre, je vous l'ai dit, je viens vous entretenir d'un sujet bien précis. Est-ce bien nécessaire, maintenant, ici? Oui, maintenant et ici, je ne vois pas d'autre moment ni d'autre lieu. Geneviève! Bon, je vous écoute, mais faites court, que ce soit clair et précis. Allez-y. Vous ne me connaissez pas, je me présente. Ce ne serait pas un luxe. Allons-y, je suis fatiguée et je tombe de sommeil. Vous ne vous rendez pas compte de l'état dans lequel on se trouve après une représentation théâtrale? Si vous ne cessiez de m'interrompre... Si vous le prenez sur ce ton, je crains que nous n'arrivions pas au bout de notre conversation. La pièce est terminée. Vous n'êtes plus en représentation. Je vais appeler et vous faire reconduire. Ce n'est tout de même pas une spectatrice qui va faire la loi ici, non mais... Je vous explique et vous comprendrez très rapidement que vous avez intérêt à ne sonner personne. J'allais vous le proposer. Ne vous donnez pas cette peine. Eh bien, vous êtes bien installé. Vous pouvez enfin nous dire le but de votre visite, qui a bien mal commencé. Comprenez que je le déplore. Je m'appelle Catherine Monti, j'ai 35 ans et je suis à Paris. C'est très passionnant. N'ironisez pas, s'il vous plaît. Mon Dieu, quel Nous n'en ton! avons pas encore fini. Ce sont des menaces ou je me trompe? Ne rendez pas cette entrevue compliquée. Eh bien, poursuivons. C'est le seul moyen d'en finir, si j'ai bien compris. J'ai passé ma vie en orphelinat et dans différentes familles d'accueil. Jusqu'ici, je ne suis pour vous d'aucun secours, si ce n'est que je peux compatir, chère Cosette. Je présume que ceci est un de vos traits d'humour irrésistibles. Vous me fatiguez. Donc, au fait, s'il vous plaît, au fait. Pour ce qui est de votre fatigue, l'alcool est sûrement plus en cause que moi. Mais il me plaît de boire, et je ne vous ai pas demandé de commentaires, vu? J'ai traîné de famille en famille, des bonnes, des moins bonnes. Il a fallu se défendre contre des pères entreprenants, des demi-sœurs jalouses, des mères me prenant pour la servante, mais ne pourraient se payer. C'était donc vrai. J'ai la visite de Cosette, de la porteuse de pain et d'une des deux orphelines en même temps. Laissez-moi finir. J'ai aussi eu la chance de vivre dans des familles normales. Heureusement, je suis sans attache, sans racines. Je vais suivant les décisions de je ne sais qui et qui choisit mon lieu de chute, qui me déplace comme un pion sur un jeu de dames. Je ne vois toujours pas en quoi ceci me concerne. Je vous l'ai dit, je suis morte de fatigue, alors accélérons, s'il vous plaît. À partir de maintenant, je vous confisque ces bouteilles d'alcool. Je veux que vous soyez en état d'entendre et de comprendre la suite de mon histoire. Mais ne vous gênez pas. Faites comme chez vous, rendez-moi cette bouteille et vite, s'il vous Je plaît. veux que vous écoutiez. Je veux que vous entendiez ce que j'ai à vous dire et je ne vous donne pas le choix. Mais de quel droit, mon Dieu? quand j'ai atteint ma majorité, j'ai dû trouver des petits boulots, parfois dégradants. Putain, sans doute. Oui, pute. Et de la pire des sortes. J'ai fait les trottoirs de la gare du Nord. Pute à 100 balles la face. À 50 la pipe. Oui, pute, madame. J'ai fouillé. Et puis merde, vous ne pouvez pas comprendre. Effectivement, j'ai du mal à comprendre. Et je ne vois pas quel rôle je tiens dans votre drame d'un roman de gare. J'y viens, patience. Mais à votre place, je ne serai pas si pressée. Vous n'êtes pas à ma place. Alors on se grouille, je n'ai pas que ça à faire. Passez-moi ma bouteille. Vos imbécilités m'assèchent. Je vais lui donner de l'eau. Cette grande vertueuse de l'Empire espèce. Permettez-moi de vous le dire. Si vous saviez, J'aimerais savoir, je le reconnais. Alors vite. pendant mes passages dans les institutions et les familles, une seule question m'obsédait. Pourquoi je me trouvais dans ces orphelinats ou dans ces familles d'accueil? Et c'est à moi que vous vous adressez, mais je ne suis pas psy ou quelqu'un du même genre. À ma majorité, cette question m'empêchait de dormir. Ne pas savoir d'où je viens, c'était devenu mon cauchemar. À votre santé. Bonjour, tristesse. Je suis retournée aux sources, au premier endroit inscrit sur mon carnet. J'avais des souvenirs de gardiennes qui parlaient de mon cas en chuchotant. Leur regard était plein de pitié. Enfin, je crois. Un jour, caché derrière la porte, je les ai entendus. La pauvre, si c'est pas malheureux, elle n'en peut quand même rien. Sa mère aurait pu la reprendre. Et vous croyez que je mérite
d'entendre vos souvenirs pleurnichards. J'ai été déposée fin octobre 42 par une actrice de théâtre ou chanteuse, je ne sais plus, un petit artiste de deuxième zone, qui sans gêne a abandonné sa fille âgée d'à peine 2 semaines. Vous ne voulez pas dire que... Si. Je peux dire que vous êtes cet artiste qui s'est débarrassé lâchement du bébé, ni d'un coup de folie ou que sais-je. Vous seriez ma fille, et je serais ta mère. Comment osez-vous prononcer ce mot, mère? De plus, vous permettez de vous appeler ma mère? Mais quel toupet! Vous êtes tout au plus une pondeuse embrassée tout, merde! Et arrêtez tout de suite de dire tu. Venant de vous, c'est insupportable. Laissez-moi vous expliquer. Pleurer. Des larmes de théâtre, je présume. La scène du final. Ne me condamnez pas sans savoir. Donnez-vous la peine de m'écouter. C'est pour me rendre des comptes. N'insistez pas, l'addition est trop lourde pour vous. Vous ne connaissez ni les raisons, ni les causes de ce drame. Exact. Je n'ai peut-être pas envie de les apprendre, tout simplement. Repassez-moi ma bouteille, je vous en prie. Voilà. Fin 40, je suis tombée follement amoureuse d'un officiellement responsable du département culture, ici, à Bruxelles. Attendez, un homme d'une beauté, d'une intelligence au-dessus de la moyenne. Mais il est vrai, il était du mauvais côté. Je ne me suis jamais occupé des conseils de prudence de mon entourage. L'amour frappe, sans s'occuper du possible et du correctement amoureux. Il frappe, aveuglément. Je l'ai rencontré lors d'un tour de chant, au cabaret La Boîte à Sel. Le coup de foudre, réciproque. Plus rien n'existait autour de nous. Ses yeux dans mes yeux. Puis l'obligation d'accomplir d'autres missions, il est parti, en me jetant un regard de détresse. Arlette se lève et sort chercher une liasse de lettres dans une armoire. L'obscurité se fait sur la scène, les murs deviennent transparents et on voit projeter l'image d'un jeune officier allemand écrivant une lettre. Bruxelles, le 5 janvier 1940. Madame, c'est par un collègue que j'ai pu connaître votre nom et votre adresse. J'étais dans la salle La Boîte à Sel ce jeudi. Je vous écoutais, emporté par votre voix si douce. Puis par magie, nos regards se sont croisés. Je suis encore sous le charme de votre belle personne. J'ai eu le plaisir de vous jeter une rose rouge que vous avez embrassée et posée contre votre corsage. Quand j'ai dû, pour des ridicules raisons protocolaires, accompagner une autre responsable à Berlin, j'ai cru ne plus vous revoir. Votre dernier regard semblait un regard d'adieu. Un regard si désespéré qu'il m'a fait penser que vous aussi, vous... J'arrête. Je me trouve déjà terriblement audacieux. Je ne sais rien de vous et vous pas plus de moi. Pourrions-nous nous revoir? Puis-je espérer? N'essayez pas de rentrer en contact avec moi. C'est moi qui provoquerai le hasard de notre prochaine rencontre. Kurt von Buren, attaché culturel du Reich. L'éclairage devient comme auparavant et l'écran n'est plus visible. Nous avons pu nous aimer, à l'insu des gens mal intentionnés, qu'ils soient allemands ou non. À un point tel que je ne pourrais vous le décrire. Les mots sont trop petits pour un amour aussi grand. Vous pensez que je joue encore un de ces rôles à l'eau de rose, mais je vous jure que je n'invente rien. Votre ressemblance aurait dû me mettre sur la voie, mais j'étais loin de penser que tu es... Enfin, vous êtes le fruit de cette passion. Pour ce que vous en avez fait. Vous êtes injuste avec moi. J'étais jeune, folle, inconsciente.
Je serai donc le fruit de la folie et de l'inconscience de la jeunesse. Si vous croyez que je vais prendre ces fadaises pour des excuses, vous mettez les doigts dans l'œil pendant 8 mois. Courte et moi avons connu l'amour. Fou, celui qui empêche d'être conscient des dangers que l'on court. Et ce qui devait arriver est arrivé. Je suis tombée enceinte. Vous dire que vous avez fait tout pour y arriver, non? Tombée enceinte. Vous ne pouviez pas me trouver. On ne réfléchissait pas. Mais les ennuis ont commencé. Tandis qu'Arlette extrait une autre lettre de l'alias, l'obscurité se fait à nouveau sur la scène. Et sur l'écran, on voit Kurt écrire une lettre. Arlette chérie, notre amour, notre passion n'est hélas plus un secret pour personne, du moins chez les officiers de la place à Bruxelles. Cela jase, et les potins de fin de repas vont bon train. On me toise avec mépris pour les uns, on me scrute avec curiosité pour les autres. Mais une chose est certaine, meine Liebe, tous sont envieux et jaloux de ta beauté, et de ma chance, comme ils disent. Je devrais à l'avenir être plus discret quand je me rendrai chez toi. Je pense qu'un hôtel serait plus commode pour nos rencontres amoureuses. Kurt, qui t'aime plus que tout. Fin de la projection et retour à l'éclairage normal. Les détails scabreux, les sous-entendus, faisaient les gorges chaudes dans tout le milieu artistique bruxellois. Nous avons été obligés de changer d'hôtel à chaque rencontre. Je ne vois pas où vous voulez en venir, madame. Madame, pourquoi? Rien ne justifie notre titre que je sache. Je comprends. Excusez-moi. Jamais je n'ai parlé de cela à quelqu'un, jamais. La honte, madame. Qui peut accepter d'entendre le récit d'une femme qui a délibérément abandonné son enfant qu'elle a eu avec un boche? Oui, vous avez raison. Mais écoutez. Projection d'un convoi militaire qui quitte la gare du Nord à Bruxelles. Arlette, mon amour, ce que je craignais est arrivé. Je pars sur l'heure, sans connaître la destination. Mesure disciplinaire, suite au scandale que provoque ma relation avec une mondaine indigne d'un officier allemand. J'ai eu beau me défendre, rien à faire. Attends de mes nouvelles. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te rejoindre. Kurt, qui t'aime. L'éclairage redevient normal. Vous pouvez comprendre ma détresse à ce moment-là. Il ne savait pas que j'étais enceinte. Nous en arrivons sans doute à la Libye pour votre geste. Mais non, je vous ai dit que j'étais jeune. Je vous ai tout de même porté pendant 9 mois. J'aurais pu passer par les aiguilles à tricoter. Je me demande si je n'aurais pas préféré. J'ai toujours regretté mon geste. Rassurez-vous. Mais ne vous en faites pas. Je n'ai pas à être rassurée. Vous pouvez arrêter votre comédie. Je vais dire que je regrette amèrement de vous avoir placé dans une institution. Vous voyez, en enfer n'aurait pas été pire. Je ne savais pas. Pardonnez-moi. Tard pour les regrets. Je vais vous obliger à l'écouter. Et si vous possédez la moindre trace de fibre maternelle, vous n'en souffrirez que plus. Une minute. Image d'un baraquement militaire. Il neige. On voit la main de Kurt écrire une nouvelle lettre. Arlette, ma belle, quelle belle nouvelle que de savoir que tu attends un enfant de moi. Je suis le plus heureux des hommes. Je me faufilerai entre les balles pour arriver jusqu'à toi. La Russie est un pays glacé et nos troupes ont toutes les difficultés de se dépêtrer de l'étau russe. Malgré tout, il paraît que je suis le seul Allemand qui, dans cet enfer, garde un sourire béat. Et cela semble être un mystère pour eux. Kurt, le père de ton enfant. Mon arrivée réjouissait au moins une personne. Vous croyez que moi, je ne me réjouissais pas de... Projection de soldats s'enfouillant dans le brouillard. Ma petite femme, je ne sais si tu peux t'imaginer mon bonheur quand ta lettre m'a appris que j'étais le père d'une petite fille. La boue dans laquelle je patauge, le froid qui me paralyse les membres, la défaite qui ne saurait tarder, les morts par milliers autour de moi, rien n'a pu mettre mon moral à mal. Ressemble-t-elle à sa mère?
Tu me l'as décrit à peine. Une chose est sûre, elle ne peut être que belle. Tu l'as baptisée Catherine. Je l'appellerai Kat, si tu veux bien, ou tout simplement ma petite fille. Il faut que cette guerre se termine. Mes 2 femmes m'attendent. J'arrive. Un père qui ne trouve plus les mots pour dire sa joie. Courte. Après une telle lettre, je n'ai plus osé lui dire que sa fille n'était plus avec moi. Pourquoi? Ma carrière était en train de tomber à l'eau et vous étiez le reproche vivant de cet échec. En agissant comme je l'ai fait, je vous préservais de la honte. On ne pouvait vous traiter d'enfants de poche, de filles de collabos, de filles de tondus. Ah bon? Parce que vous croyez qu'en devenant pupille de l'assistance publique, je trouvais une dignité, mais j'aurais vu quoi? Écoutez, Je t'écris de quelque part de l'hôpital de campagne. Je ne sais pas où nous nous trouvons. Mes blessures m'empêchent de combattre et les médecins s'affairent autour de nous. Comment va notre fille, Kat? Si je compte bien, elle a 18 mois. Mon voisin m'assure qu'elle marche certainement et qu'elle prononce déjà quelques mots. Dit-elle « Papa » Lui apprends-tu où et qui je suis? Je n'en peux plus de ne pas la connaître. Ta dernière lettre me semblait tellement brève et froide. Rassure-moi, pas de problème de santé ou de retombée de notre amour. Un soldat qui voudrait s'entendre appeler papa. je ne savais que répondre à ces lettres de plus en plus insistantes. Je vous l'ai dit, je ne pouvais plus faire marche arrière. Et pourquoi? J'étais empêtré dans mes mensonges. Et puis je remontais la pente dans ma carrière. Ah, la carrière. Vous lui sacrifiez tout à la carrière. Tout. Même celui qui vous aime. Et moi, qui n'ai pas demandé rien. Et s'il était revenu? Je m'efforçais de ne pas y penser. Sauf dans les lettres. Il fallait bien continuer à jouer le jeu. C'est odieux. Vous l'avez laissé croire que courageusement et seul vous éleviez votre fille. C'est monstrueux. C'est dégueulasse. Vous êtes un monstre. Ne criez pas comme ça. Vous voulez arrêter tout théâtre. Mais qu'ils viennent, vos amis. Qu'ils sachent la femme que vous êtes et que vous avez été. Si vous ne vous calmez pas, je vous fais foutre dehors et vite fait. Mais bien sûr, je ne dois pas m'attendre à autre chose de la part d'une bête comme vous. Et puis ce serait que la deuxième fois. Taisez-vous. Madame, je vous écris à la place du lieutenant Kurt Woodbourg. Il est mort d'une gangrène foudroyante. Je puis vous promettre que vous et votre fille avez été ses dernières pensées des derniers jours en Russie. Il m'avait demandé que vous ne cachiez pas à votre fille qui était son père. N'avoir jamais vu sa fille a été le grand regret de sa vie. Je vous prie d'accepter mes condoléances à vous ainsi qu'à votre fille. Capitaine Holbein. Fin des projections. Abandonnée et orpheline. Ça fait beaucoup pour croire, comme nous le répétaient les bonnes sœurs de l'orphelinat, que la vie est un cadeau de Dieu. Je vous assure. Ça suffit. Sachez seulement qu'à l'orphelinat, j'ai payé cher votre âme. J'ai beau chercher au plus profond de mes souvenirs, pas un qui me rappelle autre chose que le dégoût. On m'avait pourtant rassuré quand J'espérais un service après-vente, mais on ne traite pas autrement les enfants des femmes comme vous. C'est insupportable d'être jugé de la sorte. Ayez ne fût-ce qu'un peu de pitié. Imaginez ce que j'ai enduré. Non! Vous allez tout entendre, espèce de sorcière. Je n'ai aucun souvenir. Je dis bien aucun souvenir où je me rappelle d'avoir été heureuse avec ces sœurs impitoyables. Plus tard, dans les familles d'accueil, c'est vrai, j'ai pu rencontrer des personnes humaines, mais si peu. À quoi voulez-vous en venir? Qu'on en finisse. Mais qu'on en finisse. Mais vous allez voir la coupe jusqu'au bout, la vieille. La quoi? J'en ai marre de cette situation. Geneviève, mon Dieu, Geneviève! Il faut se mettre à genoux pour que tu viennes. Laissez-moi terminer, vous n'échapperez pas. J'ai été ballottée de famille en famille, je ne restais que là où je pouvais être rentable. Je ne connaissais que les brimades et les premiers à courant d'air. Vous en rajoutez pour vous rendre intéressante. C'est ce petit jeu. Ma seule préoccupation était de me faire oublier.
de passer inaperçue. Je ne parlais à personne. Je m'étais mise dans la peau d'une muette. Vous vous rattrapez aujourd'hui? Je n'ai rien vécu de pire que mes années d'adolescence. Tripotée, peloutée, humiliée. Je n'étais qu'un oiseau pour le chat. Je me serais plainte. Mais qui m'aurait cru? Je vous demande qui? Laissez-moi maintenant. Vous vouliez que je vous écoute? Je me suis exécutée. Partez, j'en ai marre de vos histoires. Mais moi aussi j'en ai marre de mes histoires. Mais en les partageant avec celle-là qui tout m'est arrivé, désormais ce sera nos histoires. Je suis cassée, démolie par cette vie faite de saligots, ma voyageuse, aux enfants restant leur cruauté sur moi. Je n'ai plus envie de quoi que ce soit. Arrêtez, mon Dieu, cessez. Je vous en prie. C'est dur d'entendre ce qu'on a tenté de gommer. Les fantômes reviennent. Et dire que je croyais aussi retrouver un père, un Allemand, mais mort en plus. Fille à soldat, voilà ce que je suis. Vous êtes la pire des mères que j'avais à peine imaginé. Je prends tout en pleine gueule. Attendez. Ne me touchez pas. À un certain moment, j'avais pensé annoncer à Kurt le décès de sa fille suite à une maladie infantile quelconque. Vous n'auriez pas été loin de la vérité de toute façon. J'étais tiraillée entre lui et le théâtre, la radio et surtout le cinéma qui commençait à s'intéresser à moi. L'alcool est venu en quelque sorte à mon secours. C'est le seul moyen efficace pour oublier. Je vois. Et apparemment, vous continuez le traitement. Si après ça, vous avez encore des souvenirs, c'est vraiment pas de votre faute. J'ai essayé plusieurs fois de te retrouver. Mais à l'orphelinat, elles m'ont dit avoir perdu ta trace. Elles n'avaient manifestement pas envie de m'aider dans mes recherches. Je présume que vous étiez fiché. Pas d'effort pour les femmes telles que vous. Et puis j'ai dû fuir pour éviter les vengeances de la libération. Mais c'est pour cela que vous auriez tenté de me récupérer. Pourtant, je devais être encore à l'orphelinat, j'y suis restée jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais pourquoi ont-elles refusé mes demandes, mon Dieu? Oh, je vous entends. Je vois que je n'étais pas tellement trompée sur le portrait du personnage. Je vais partir maintenant. Ce qui me console, c'est que j'ai réveillé les vieux démons que vous tentez de noyer dans l'alcool. Que voulez-vous que je fasse? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? Rien, surtout plus rien. Disparaissez à jamais de mon esprit. Penser à ma mère ne sera à tout jamais impossible. Je ne vous hais pas. Finalement, je vous méprise en tant que femme et je vous efface en tant que mère. Entrez, mademoiselle. Quand j'ai entendu cette dispute, je me suis dit que je viendrai un peu plus tard, et puis... Maman, c'est quoi ces hurlements, hein? Rien, Véro, j'allais partir, attends-moi encore 2 secondes. 2 secondes? Ça fait 35 minutes que je parote. Elle peut rester quand même, c'est plus une gamine. Je lui raconterai tous les détails à la maison. C'est votre fille? Donc cette belle jeune fille est ma... Non, c'est ma fille, point à la ligne. La petite n'est au courant de rien. Au courant de quoi? Ta maman a retrouvé sa mère. Voilà la raison de ces cris. Je commence à piger pourquoi tu tenais tant à voir cette pièce ridicule. Toi aussi, tu penses que cette pièce... Stop! Viens, Véro, sauvage. J'en peux plus, j'attendais un peu plus de cette rencontre. Ce match, voulez-vous dire? Vous n'avez guère vu le vôtre, que je sache. Donc, l'actrice âgée serait ma grand-mère? Oui, Et donc la mère de ma mère? ça, c'est moins certain. C'est la femme qui m'a mise au monde. Et mon grand-père dans tout ce bordel, il est où? Que vais-tu te dire? Si ta mère me laisse placer un mot. Ce ne serait pas dommage, en effet. J'écoute aussi parce que je suis dans le brouillard, comme toi. Ta mère, petite, est le fruit d'un immense amour entre un officier allemand et moi. Je suis fille de poche. Voilà la vérité. Et il est où en ce moment? Mort, ou envolé, ou disparu. On ne sait pas trop dans ce tissu de mensonge. Mais maman, laisse-la répondre. Il est enterré dans un cimetière militaire près de Moscou. Il n'a jamais vu ta maman. Il savait qu'elle était née, c'est tout. Parce que cette actrice âgée, comme tu dis, s'est empressée de m'abandonner au bon soin de bonne sœur. C'est quoi tout ça, Arlette? Mais Non. dis quelque chose. 30 ans d'amitié. T'es si à moi, tu avais dit. Et tu ne m'as pas raconté un mot de toute cette histoire. La honte, la honte. Mais je servais à quoi, moi, alors? Simple poniche, trop bête pour comprendre. Mais non, Geneviève, durant tout ce temps,
J'ai eu terriblement besoin de toi. Contente de l'apprendre. Et où est le drame dans tout ça? Véro, enfin, j'étais abandonnée par une mère. J'ai souffert de l'absence d'une vraie famille. Tu crois que ce n'est rien? Non, mais laisse tout ce qui te fait du mal derrière toi. Et moi, j'ai cru longtemps que mon amie était la célèbre Arlette Desroches. Je tombe des nues. Maintenant vous le savez, je suis certaine que toutes les deux, vous avez plus à perdre qu'à gagner à vous engueuler. Elle a raison. Je t'ai dit que ma vie avait été rongée par cet acte. L'alcool arrivait à me rendre un peu de conscience, mais ce n'était qu'illusion. C'est votre accueil dans cette cloche qui a déclenché en moi cette agressivité. C'est-à-dire, Je n'étais pas venue avec plaisir. Je voulais savoir qui était ma mère. Et à partir de là, qui sait, peut-être la retrouver. Mais dès le début de l'entrevue, vous m'avez humiliée par vos réflexions tranchantes et glaçantes. la fatigue, l'alcool, je le concède. Quand j'ai compris qui vous étiez, j'ai subi à ce moment-là de votre hargne, bien compréhensible, le balancier m'est revenu en pleine face. Et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Je voudrais, pour ma part, réparer tout ce mal. Crois-moi. Ouais, à voir. Maman, tu as une chance. C'est que tu sais maintenant. Il est donc temps de prendre un nouveau départ. Tu as 17 ans. Presque 18. Oui, et tu donnes des leçons. Tu te permets de me dire ce que je dois faire ou pas. Mais ni toi ni personne ne sait ce que j'ai encaissé. Tu penses qu'il suffit de balayer le passé et revoilà le bon ordre des choses. Tu ne vas pas te mettre à m'engueuler. Moi je dis ça, c'est pour ton bien, ou plus exactement notre bien. Quoi? Je rêvais de retrouver ma mère et que je l'ai retrouvée. Oui, mais je m'attendais à des regrets, des larmes. Non de comédienne et de mère. J'y espérais tellement. Je croyais en une réconciliation faite de pardon. Et ici, je n'ai rien reçu de pareil. Rien. S'il te plaît. Ne me touchez pas. Je sais qui vous êtes et qui vous étiez quand vous vous êtes débarrassé de moi. Un monstre de froideur. Maman, laisse-la s'expliquer, merde. Toi, tu es venue ici avec une opinion toute faite. Tu veux quoi, au juste, être la plus malheureuse de la terre? Viens, ma fille, continue, achève-moi. Merde, j'en ai ras la frange de ne devoir ne chercher que l'échec. Secoue-toi pour une fois construit au lieu de détruire. Mais c'est un comble, c'est mon procès. C'est ma propre fille qui m'a... J'essaye simplement de t'ouvrir les yeux. Je ne comprends pas que tu ne puisses pas te donner une chance, ainsi qu'à cette dame. C'est vrai que pour ta maman, quelqu'un qui abandonne son enfant ne peut pas être une femme bien. Faut peut-être dépasser tout ça, non? C'est vite dit, jeune fille. On efface l'ardoise. C'est ça que tu me dis. Finalement, tu es venue ici pour dire à cette dame ses 4 vérités. Juste? Oui. Donc tu es arrivé à ce que tu espérais. C'est bientôt fini cet interrogatoire. Oui, j'ai eu en partie ce que je voulais entendre ici. Ça va? Tu es contente? Maman, écoute-moi. Quand je disais un nouveau départ, je pensais à nous deux. J'espère que maintenant tu seras plus cool. Stop aux reproches, aux scènes et aux hurlements à propos de mes sorties avec Farid. Tu vois ce qu'une mère peut foutre en l'air? Y a pas que toi qui as encaissé dans cette histoire. J'ai eu ma part. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Depuis toujours, tu me mènes à la schlag. Tu ne rates pas une occasion de me dire que tu n'as pas eu de parents. Mais moi, je n'ai pas eu de père non plus, si tu veux bien te le rappeler. Eh bien si, tu as eu des parents. Mais pas de bol, elle est alcoolo et lui il est boche. Et tu te venges de ta vie sur moi. Et tu vois ça comme une bonne base pour repartir. Sûr que c'est une bonne. Tu gommes tous ces fantasmes que tu imaginais. Et tu oublies cette vérité que tu connais maintenant. Comme ça, d'un coup de baguette magique. Mais merde, tu te complais dans ce malheur ou quoi? Résultat, moi, au moindre repas, de travers, je déguste. Je sors avec un Marocain et ça te fait chier. De toute façon, dans 6 mois, j'ai 18 ans et... Quoi? Je peux foutre le camp et tu gémiras sur ton chagrin et toute seule en plus. Mais ce Farid me tenait que des idées pareilles dans la tête. Arrête. Dans 30 secondes, tu vas me sortir des horreurs racistes. Et mon père qui s'est barré quand j'avais 2 ans, il était mieux. Et ton père, le chleu, envolé, disparu ou je... Tiens, je vais te voler celle-là. Pardon, je voulais pas. Excuse-moi. C'est rien. Viens, on s'en va, maman. Cette journée s'effacera d'elle-même. Tu étais dans un mauvais tri. Mes enfants, restez. Mais de quels enfants tu parles, Arlette? Comment as-tu pu garder un secret pareil pendant tant d'années? La honte. Je n'ai pas d'autre raison que la honte. Beau gâchis, en tout cas. Tu pensais quoi? Que je ne pouvais pas comprendre? Mais non, Que j'étais trop bête ou trop ta compagne? Non, tu t'es trop. Je n'étais que la boniche. C'est ça, hein? Mais si tu m'avais raconté tes soucis, on aurait trouvé une
c'était trop tard. Tu aurais peut-être pu montrer un peu d'amabilité lors de la rencontre avec ta fille. Mais non. Madame joue à la comédienne imbuvable. Et tu as tout cassé. Au début, elle ne m'a pas dit pourquoi elle était venue. Je l'ai donc prise pour une emmerdeuse de loge, c'est tout. Résultat, tu as raté l'occasion de réparer ce que tu avais foutu en l'air. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme ça. Je suis trop vieille pour changer. Je crèverai toute seule dans mon coin. Arrête de dire des bêtises. C'est pas de bêtises. Mon topic m'a dit que mon foie était comme une vieille éponge. Tu m'étonnes. Il me donne une année. Encore un truc que tu t'es bien gardé de me dire. Non, je ne. Je le sais depuis lundi. Et vois-tu, je ne suis pas fâché, dégagé. Tu es la seule que je regretterai. Tous les autres, rien à foutre. Finalement, ta vie, c'est ta carrière. Ben oui. Et pour le reste, tu as tout manqué. Tu aurais pu y mettre un peu du tien avec cette femme, non? Et là aussi, tu ne crois pas? Oh, démerdez-vous. Je me demande pourquoi je me tracasse. De toute façon, je retourne chez moi la semaine prochaine. Comment ça? Oui. Tu retournes chez toi? Oui, j'en ai marre de la ville, des odeurs de costumes de théâtre, et de mon rôle de boniche, et de... Et si on se retirait à Bouillon, à l'hôtel de la Poste, comme cliente? Encore vous, décidément. Ma mère a quelque chose à vous dire. Je viens m'excuser. Bien sûr, j'aurais pu le dire sur un autre ton et moins d'agressivité. Et donc? Il faudrait essayer de s'entendre un peu. Il suffit d'un petit effort de deux côtés. Je n'ai vu que mon point de vue, c'est vrai. Je pense que les remords, si ce que vous m'avez dit est vrai, ont dû ranger toute votre vie. Ah, si on commence à devenir raisonnable... Je ne sais que dire. Ou faire. Moi aussi, j'aurais pu. Peut-être que moi aussi j'aurais dû. Ne dites plus rien. Prenez-vous les mains et basta. Nous ferons des... Pas de projet. Pas de parole en l'air, please. Les personnages se regardent sans bouger. L'obscurité se fait sur la scène. Et sur l'écran apparaît la photo de Kurt. Puis un mot. Fin. Le travail du metteur en scène, de l'auteur. Les plus assidus d'entre vous auront certainement remarqué que si on était passé à un spectacle de théâtre, le budget Saint-Raphaël aurait été explosé et que Aimé, à force de se désaltérer, aurait peut-être eu un jeu plus altéré. Mais je propose que Jacques nous explique tout d'abord ce beau projet qui n'est pas spécifique à Bertry. Vous avez vu dans le programme qu'il y aura encore d'autres activités. Je pense que l'exemple qui peut être présenté aussi, le gouverneur oublié, qui avait été une des premières lectures et qui a été porté à la scène quelques mois après, notamment avec mon collègue de Rossignol. Si tu veux bien passer devant le micro et expliquer ça. Et alors, vous l'avez peut-être vu sur TV Lux, notre auteur s'est réservé, comme vous, spectateurs, ce soir, pour découvrir la pièce. Donc les deux premières interventions, ça pourrait être une intervention sur le contexte, avec Jacques, et puis à chaud, l'auteur, si vous le voulez bien, puis après, on fait circuler les micros pour ceux qui voudraient prendre la parole, poser des questions ou échanger. Jacques, si tu veux bien, devant le micro peut-être. Ceci est la 4e lecture spectacle. La première était effectivement celle d'une pièce de Bernard Capras qui
qui s'appelait Le gouverneur oublié et qui a été présenté en novembre 2015. Ensuite, nous avons fait une lecture d'une pièce de Ahmed Job qui s'appelait La mort pour ma reine. Ensuite, une pièce de Christine Vanacker qui s'appelait Feu Monsieur Colt. Et ensuite, une pièce de Claude Rossi qui s'appelait Les Ricochets. Donc c'était chaque fois le même principe, sauf que nous n'étions pas dans un lieu aussi vaste, prestigieux, c'était plutôt des petits théâtres et des petites salles où il y avait une cinquantaine de spectateurs, donc c'était très très intime. Et ça s'est bien passé, et on a eu pas mal de succès avec le principe des lectures spectacles. Alors je peux ajouter peut-être que cette idée de faire des lectures spectacles est venue du fait que depuis des années, nous recevions des textes d'auteurs de théâtre luxembourgeois que l'on ne parvenait pas à faire jouer par les troupes. Parce que la province de Luxembourg est la province de Belgique où il y a le plus de troupes de théâtre amateurs au kilomètre carré et le moins d'auteurs régionaux. Et c'est très difficile de faire jouer les auteurs par les troupes parce que les troupes ont un répertoire, enfin, pas tous heureusement, par exemple ici à Bertry, il y a une tradition de pièces qui ne sont pas nécessairement des pièces écrites pour faire rire, mais la majorité des troupes, hélas, en province de Luxembourg, montent des comédies, donc c'est difficile de leur proposer de jouer des pièces, par exemple comme celle-ci. Donc je me suis dit que ce serait intéressant peut-être de faire des lectures, comme ça on n'investit pas dans des décors, dans tout un travail de 30 répétitions et des mois de travail pour présenter un truc qui finalement n'accroche pas tellement au public. Alors voilà, on a choisi la formule lecture-spectacle pour essayer de donner le goût aux troupes de théâtre amateur, de certaines troupes en tout cas, de s'attaquer à un autre répertoire que le répertoire de uniquement divertissement. Que dire? Enfin, je ne sais pas vous, moi j'ai été scié puisque je n'ai pas assisté à une seule répétition. J'ai donné mon texte. De temps en temps, j'avais mon fils qui me laissait une petite nouvelle, une petite info, mais c'était tout. Donc aujourd'hui, moi j'ai été scié. Quand on écrit, on ne se rend pas compte de ce que ça va devenir quand ça passe dans les mains de Jacques, mon vieux complice, comme disent les articles de presse, mon ami de 20 ans. Il n'y a pas que c'est qu'on n'a pas été. On a tout. Donc, et je suis épaté, effaré par le résultat, par le jeu des comédiennes et du comédien. Et moi, je ne peux être que satisfait. En plus, le nombre de personnes qui sont venues pour assister à ce spectacle, qui n'était pas évident au départ, puisque personne ne savait ce que c'était théâtre-lecture. Les gens avaient peut-être un peu d'a priori avant de venir, et puis finalement, ils ont sauté le pas. Vous m'envoyez très heureux. Et je ne peux que vous applaudir. Voilà, on peut remettre un peu de lumière dans la salle. Si quelqu'un veut poser une question, une réaction à chaud. Il y a des gens de théâtre. Voilà, je vais vous amener les micros. Voilà, donc bonsoir, merci pour le bon moment. J'aurais voulu savoir, surtout au niveau des comédiens, mais bon, Jacques aussi, on se connaît, comment avez-vous vécu, parce que je sais que la plupart vous êtes des comédiennes, et monsieur je connais un peu moins, mais donc en général on doit connaître son texte, le fait de lire, comment est-ce qu'on vit ça? Ça doit être quand même un peu compliqué par rapport à ce qu'on fait habituellement, quoi. Si quelqu'un... Voilà. Franchement, je préfère avoir appris par cœur et jouer, voilà. Parce que
Rien que le lire, c'est pas assez, il faut le mémoriser, il n'y a rien à faire. C'est un peu perturbant aussi parce que une fois qu'on, à force de lire, on mémorise quand même quelque peu. Ouais. Et le problème, c'est que on sait, mais le problème, on a les feuilles en main. Oui, c'est dérangeant. Elles sont dérangeantes et on a envie de regarder ça vraiment. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour éviter de les regarder ou en tout cas les regarder au bon moment, tourner les pages au bon moment. On essaye de se détacher de la brochure, mais elle perturbe. Ah, c'est ça, c'est... Mais au départ, c'est une lecture. Pardon? Au départ, c'est une lecture. Au départ, c'est une lecture, mais théâtralisée. C'est une lecture spectacle. Voilà. Et donc le principe, il y a 10 répétitions. Donc ça, c'est aussi une question un peu Oui, il y en a de moyens, quoi. Fatalement, si on fait une lecture spectacle, c'est qu'on n'a pas envie d'investir autant d'argent que si on monte un spectacle. On n'a pas les possibilités. Donc 10 répétitions, et c'est un peu pour ceux ici qui ont l'habitude du théâtre, c'est ce qu'on appelle un filage. Un premier filage, brochure en main. Donc quand on répète un spectacle, on fait mise en place, les comédiens commencent à mémoriser, tout en commençant à trouver leur place, et après un certain temps, on fait un filage pour voir ce que ça donne, et les comédiens font la pièce entière, brochure en main. Certains sont un peu en avance, ils détachent les yeux, et d'autres sont toujours en train de lire le texte. Le but que nous essayons d'atteindre avec ce principe de lecture spectacle, c'est que ce soit un premier filage, donc 10-12 répétitions. Enfin, les comédiens amateurs ou professionnels qui sont dans la salle savent à quoi ça correspond plus ou moins dans le processus de création d'un spectacle. Encore une question, Jacqueline, mais le micro est peut-être ici. Il y avait une question là, et puis on repasse après. Jacqueline est là-bas, juste derrière. Eh bien, moi, je suis tout à fait épatée et je voudrais d'abord féliciter M. Echterby pour son écriture. J'ai déjà lu certaines de vos nouvelles, dont je vous connais déjà comme auteur. Je voulais aussi... Donc, je suis vraiment... Et en tant que bouillonnaise, je suis interpellée par le premier acte, parce que l'assassinat d'Édouard de Grelle, j'étais un petit peu témoin quand j'étais enfant. De l'autre côté de la Smois, j'habitais le quartier de la Manadrerie, la pharmacie était située au boulevard Elmen, et dans le quartier, bon, ça, tout de suite, la nouvelle s'est répandue, les gosses de la Manadrerie venaient voir, on a tué de Grelle, j'avais 7 ou 8 ans, hein. Et alors, de l'autre côté de la Smois, je me souviens très bien d'avoir vu sortir le docteur Clément qui tenait le cadavre d'Édouard de Grelle dans sa main. Il n'y avait pas les ambulances, il n'y avait pas le SMUR, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Donc il a pris le cadavre, il est entré dans sa voiture, dans une voiture avec le cadavre d'Édouard de Grelle pour le ramener à sa maison où on faisait les mortuaires, les salles mortuaires. J'ai juste aussi une toute petite remarque à faire à M. Echterby, parce qu'il se fait que, je pense que c'est un petit anachronisme, vous parlez de Félicien Marceau, à l'époque, c'était Pierre Carrette, il s'appelait, il était connu comme auteur à Bruxelles, j'ai d'ailleurs un de ses premiers romans, et il s'appelait Pierre Carrette, et c'est quand il a été, comme il a collaboré avec la Radio Bruxelles, je ne sais pas si c'était déjà l'INR, donc il a été condamné comme collaborateur, il s'est enfui en France, et là, il n'a jamais osé rentrer en Belgique, il s'est enfui en France, et c'est là qu'il a pris le nom de Félicien Marceau. Mais il est rentré en Belgique clandestinement pour la mort de sa mère. Je connais ces détails-là parce que je connais des membres de sa famille. Et mais là-bas en France, bon, il a même été élu à l'Académie française, il a eu un grand succès comme auteur de théâtre. Je voulais aussi dire que, voilà, je croyais que c'était une simple lecture, ça je veux dire à M. Herbet, c'est une simple lecture, et là, et les comédiennes, bravo pour votre travail, parce que je pense que c'est un peu hybride comme système, parce que j'ai l'habitude de voir j'ai souvent vu des lectures, par exemple au Festival de Spa et ailleurs, où les comédiens lisent, ce sont des lecteurs, hein. Et ici c'est vraiment, comme tu as expliqué Jacques, lecture-spectacle, et pour moi c'est un peu une nouveauté. Voilà, merci beaucoup à tous, et félicitations à tout le monde.
crois qu'il y avait une autre question. Enfin, on sait qu'on peut déjà ajouter un acte. Je voudrais d'abord ajouter que moi j'ai retrouvé, c'était dans un boulot de fin d'études universitaires, que j'ai trouvé ce personnage-là sous le nom quand même de Félicien Marceau. Mais bon, c'est vrai qu'il s'est appelé Carré. C'est son premier roman, ça s'appelle Cadavre ici. D'accord. Et deuxième chose, c'est que pour Bouillon, j'avais comme info auquel je me suis fié, et je continuerai à me fier, c'était le livre de Geoffrey Chalon, Bouillon sous la Deuxième Guerre mondiale. Et là j'ai pu avoir les détails que j'explique sur la scène, c'était les détails que Geoffrey expliquait dans son livre, grosso modo. Je trouve intéressant le personnage de la servante. Oui. Je ne savais pas que, voilà, je ne sais pas si c'est imaginé. Oui, c'est imaginé. C'est imaginé. Ouais. En plus, l'histoire d'Arlette, finalement, elle s'appelle Arlette, c'est pas par hasard. Je ne l'ai su qu'après, hein, mais Arletty a eu la même aventure. Elle s'est amourachée d'un officier allemand et elle est quand même restée quelques années dans un petit village des Pyrénées à essayer de se faire oublier. Et elle avait eu un enfant? Non. Et là, malgré qu'elle ait dit, mon cœur est français, mais mon cul est international. Je crois qu'il y avait une autre question ici, le micro était là. Sinon, on le fait circuler. Levez la main si quelqu'un veut intervenir. Pas d'autres questions pour le moment? Donc apparemment, ce qui nous intéresse évidemment lorsqu'on fait de la programmation, si cette forme-là ne vous déroute pas trop, effectivement, à ce pas régulièrement, les après-midi, il y a des lectures. Dominique Seron a proposé de faire par exemple une lecture des Justes de Camus, ici, dans le contexte des attentats qu'on avait, un grand texte de Camus qui parlait de ça. J'avais hésité, et je savais, puisqu'on travaille depuis un an avec Jacques sur ce projet-là, qu'on ferait un test. Eh bien, je retiens que cette possibilité-là peut intéresser en tout cas des spectateurs comme vous, qui sont assidus et qui découvrent plusieurs choses. Donc ça, c'est intéressant. Pas d'autres réactions, de questions ou quoi sur l'échange que nous avons maintenant? Alors, comme je le dis toujours, vous savez qu'on a une deuxième tradition, une troisième mi-temps ici. Vous pouvez passer derrière le bar autour d'un verre d'orval ou une boisson non alcoolisée et continuer la discussion avec les comédiens. Ça leur fait toujours très plaisir. Merci de votre attention. Merci à tous, en tout cas, d'avoir partagé ce moment, même s'il était assez court, mais il n'y a pas de problème. Je vous signale aussi qu'on est en train de travailler déjà maintenant sur la prochaine saison et normalement, ça fait un parallèle avec ce que vous venez de voir, au mois d'octobre, j'espère avoir le dernier spectacle de Jacqueline Beer qui s'appelle Reine de Pique et qui parle de deux comédiennes, une comédienne et son assistante qui se retrouvent après des années dans un voyage. Vous voyez qu'il y a de la logique sur Bertry, si du moins on arrive à les avoir, parce que c'est très compliqué d'avoir les spectacles. Bonne soirée à tous et on se retrouve au bar avec plaisir. À tout à l'heure.